Bonjour à tous, donc on va passer à la table ronde numéro 1 sur les entreprises en transition. Alors Vietline, Adeline. Ah, on attendait la musique, pardon. Est-ce qu'il y a un plan de table, Mathieu? Voilà. Alors, donc on passe on va rester sur le même thème, hein, des entreprises en transition, faire un bilan des dernières années, avec un peu plus cette perspective des progrès aussi qu'on va essayer d'explorer pour les étapes à venir. Donc le premier. Cette première keynote était hyper intéressante. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de choses qui nécessitent de mettre en place pour que les plans de transition soient un peu plus lisibles pour l'ensemble des acteurs. Mais voilà, donc peut-être que c'est aussi on en est à un stade du développement de la transition où voilà, le cadre des politiques publiques, de réglementation se met en place. Les entreprises commencent à s'y mettre et à essayer de comprendre un peu tout ça. Donc bon, c'est pas très surprenant finalement ces notes, même si évidemment on aimerait que ça soit un peu mieux. Mais donc voilà, donc il y a notamment la CSRD qui va permettre de standardiser un petit peu les informations divulguées par les entreprises, donc ça fera pas de mal. Le cadre européen aussi avec les paquets énergie-climat 2030 successifs, donc là on est arrivé au Fit for 55 maintenant, qui envoie aussi quand même un certain nombre de signaux qui va permettre aux entreprises d'avoir le chemin un peu plus précis. Donc pour parler de tous ces sujets sur cette première table ronde, donc on a Vietline Nguyen, donc chef de l'équipe finance durable, je sais pas si on dit comme ça, à l'AMF, Adeline Pillet qui est coordinatrice du pôle innovation et prospective industrie à l'ADEME, Lucille Charbonnier, directrice RSE et développement durable de Isover Saint-Gobain, et Agathe Grossmith, directrice RSE à Carrefour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Nicolas Lancesseur, je suis directeur climat environnement à l'Institut de la finance durable. Alors, donc peut-être un premier tour de questions autour donc du bilan de ces dernières années, les progrès qu'on peut quand même malgré tout identifier autour du cadre des politiques publiques et de la réglementation peut-être dans un premier temps, et sur les entreprises elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles ont commencé à mettre en place et les progrès qu'on peut d'ores et déjà identifier. Alors Vietline, dans un premier temps, si vous avez notamment sur l'architecture réglementaire des éléments à nous partager. Merci beaucoup Nicolas, et ravi d'être présent ici pour ce bilan des 5 dernières années, donc un petit peu à la fois du rétroviseur et puis de la longue vue. Moi, c'est le malgré tout qui m'a fait un petit peu tiquer, parce que si on regarde dans le rétroviseur, et malheureusement j'aurais dû le projeter en géant, ça tient même pas en A3 quand on l'imprime. Là, vous avez toutes les réglementations de l'Union européenne sur ces 5 dernières années, avec les actes délégués, les actes d'exécution, les textes règlements et directives de niveau 1. Et donc, même en A3, ça ne tient pas. Si on essaie de faire la frise chronologique concrètement, il y a eu un activisme, une volonté de la part des co-législateurs absolument extraordinaire. On est passé quand même, comme le disait très très bien Mathieu, d'une niche. Alors certes, en France, on avait plus qu'une niche, on avait une longue tradition de l'ESS, de la finance responsable, on a été pionnier avec des réglementations nationales, l'article 173 de la LTE, la 29, etc. Mais quoi qu'il en soit, on a eu un mouvement que certains ont qualifié d'ailleurs de tsunami de la part de l'Union européenne qui est sans précédent. Et là où il faut peut-être remettre un petit peu les choses en place, c'est que derrière ce mouvement, certes, vu année par année, il y avait peut-être un côté un petit peu désordonné, un petit peu surabondant, mais il y a une énorme cohérence qu'on aperçoit enfin parce qu'on est dans cette phase de bilan et dans ce changement de cycle. Et le changement de cycle, c'est la phase réglementaire avec un cadre complet, quasi, cohérent, perfectible, mais quand même essentiellement très cohérent, et puis une phase de mise en œuvre avec cette dernière brique qui aurait dû être le socle qu'on attend tous, parce que c'est là où sont les sous-jacents et l'économie réelle,
la publication des informations extra-financières des entreprises. Avec un saut, on passe de 10 000 à près de 50 000 entreprises européennes, sans compter les extra-européennes. Certes, un peu moins parce qu'on a révisé les seuils de la directive comptable, mais quoi qu'il en soit, le saut, comme on le disait de manière un peu sensationnaliste, est quantique. Et surtout en double matérialité, sur les 3 scopes. Et tout ça va infuser tout ce que les superviseurs au niveau européen ont appelé du mot un peu technocratique de la chaîne de valeur de l'investissement durable. Mais ça veut dire qu'on a du côté de l'épargnant ou de l'investisseur les préférences de durabilité et puis des outils pour aider, la taxonomie, EU Green Bonds Standards, les agences de notation, tout ça est maintenant ESG, tout ça est régulé. On va avoir la publication d'informations à la fois de la part des acteurs financiers sur les produits financiers, ça c'est SFDR, on peut en reparler parce que on sait la confusion que ça a produit chez l'épargnant du fait des catégories actuelles qu'on souhaite réviser. On a évidemment, donc j'ai déjà mentionné la taxo qui rigue le tout comme un dictionnaire à étendre le plus possible parce qu'on couvre à peu près 150 activités seulement à l'heure actuelle. Et puis enfin, cette CSRD qu'on a accusé de tous les mots avec à la fois c'est trop et trop vite ou c'est pas assez et trop tard. Et en fait, quelque part, ça montre bien que c'est peut-être quelque chose d'équilibré, puisque d'une part, le texte final a été largement revu de manière plus proportionnée par rapport à la proposition technique de l'EFRAG, et puis la mise en œuvre est tout de même très progressive. On a nos premiers reporting CSRD, donc 2025 sur l'exercice 2024. On en reparlera plus tard pour ce qu'on commence à observer, avec un petit peu de teasing. Et puis, on a une mise en œuvre progressive jusqu'en 2029 sur exercice 2028, et pour les PME, 2 années d'opt-in sur les dernières années. Et le rapport Draghi montre à la fois que c'est une marche essentielle et malheureusement coûteuse, complexe, mais c'est aussi un exemple de phasing qui prend en compte les spécificités des acteurs et notamment des PME. Voilà. Je m'arrête là pour laisser un peu de place et rebondir sur les constats plutôt après. Merci. Alors maintenant, Adeline Pillet, sur les enjeux industriels, on a parlé tout à l'heure des plans de transition sectorielle de l'ADEME, parce qu'effectivement, ça c'est aussi un prérequis pour essayer de donner une vision aux entreprises, d'avoir des plans un peu intégrés au niveau des pouvoirs publics. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de tout ce cadre qui a été piloté par l'ADEME? Juste pour dézoomer, mais Mathieu l'a rappelé en introduction, le secteur de l'industrie, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc c'est un secteur prioritaire à les décarboner. La spécificité de ces émissions, c'est qu'elles sont concentrées à la fois au niveau des territoires. On a à peu près 10 à 15 zones industrielles qui représentent quand même 75% des émissions. On a 50 sites qui représentent à peu près 55% des émissions. Et on a 2/3 des émissions qui sont représentées par 9 secteurs industriels que Mathieu a cités tout à l'heure. Donc on se dit qu'il faut aller regarder ces différentes cibles, à la fois territoire, sites et secteurs, pour avoir une vision assez globale de qu'est-ce que peut être la décarbonation de l'industrie. Et donc, dans le cadre de Finance Climact, donc le service industrie de l'ADEME a réalisé 9 plans de transition sectoriels pour les 9 secteurs les plus grands consommateurs d'énergie. Donc, ces plans de transition sectoriels, en fait, l'objectif, c'est de traduire un peu les objectifs de la stratégie nationale bas carbone qui impose un objectif de moins 81% de baisse d'émissions en 2050 par rapport à 2015. Il ne fixe que l'objectif, mais pas le chemin à suivre pour l'atteindre. Et là, ça a été l'objet des plans de transition sectoriels. Et la spécificité des plans de transition sectoriels réalisés par l'ADEME, c'est qu'on a regardé à la fois les aspects technologiques, c'est-à-dire quelles sont les technologies qui vont permettre de décarboner mon secteur industriel, mais on allait regarder aussi l'évolution des différents segments de marché que va adresser mon secteur industriel. Donc on ne s'est pas basé uniquement sur un itinéraire technologique, on a également réalisé un itinéraire marché. On a regardé aussi l'évolution du commerce international pour avoir une vision relativement exhaustive de ce que peut être la décarbonation d'un secteur industriel. Donc ces outils, on peut appeler ça aussi des outils aujourd'hui, ont permis déjà aux industriels de pouvoir se projeter en 2050 parce que ce sont des travaux qui ont été réalisés en concertation avec l'ensemble des industriels du secteur concerné. Donc déjà de les aider à se projeter à 2050, qui n'est pas forcément évident à un premier
voilà, déjà 2030, ça paraît loin, 2050, c'est encore plus loin. Donc déjà de discuter avec eux, voilà, de cette projection possible. Ensuite, ça les a permis aussi de pouvoir réfléchir à leur propre trajectoire à l'échelle de leur site industriel et de regarder si justement ils concordent avec ces plans de transition sectoriels. Donc déjà, ça c'était pour les industriels. Pour les pouvoirs publics, en fait, les plans de transition sectoriels ont aussi permis de designer les futures politiques publiques, que ça soit en termes de soutien à l'investissement. On a des appels à projets dédiés à la décarbonation, l'appel à projet Décarbinde. On a aussi un futur appel d'offres pour les grands projets industriels qui va prochainement être publié. Donc c'est comment on design mieux ces politiques publiques au regard de l'expertise qui a été construite dans le cadre des plans de transition sectoriels, où on identifie les technologies, les différentes technologies matures, moins matures aussi, qui permettent de décarboner notre secteur industriel. Puis c'est aussi des outils qui ont permis de discuter avec les pouvoirs publics dans le cadre de futures réglementations ou futures stratégies, notamment la future stratégie nationale bas carbone, la SNBC 3, qui est en cours de consultation actuellement. Bien évidemment, on a discuté avec les pouvoirs publics qui se sont appuyés en partie sur les PTS pour aller dans une maille beaucoup plus fine au-delà du secteur de l'industrie, mais par sous-secteur, notamment les secteurs de l'industrie lourde qui ont été ciblés par les PTS. Peut-être un mot sur les programmes Pacte Industrie. Oui. Là, en effet, l'ADEME, donc on a fait les PTS pour, on va dire, les 9 secteurs de l'industrie lourde. On a également, juste une parenthèse, fait aussi un guide méthodologique qui retrace toute la méthode qu'on a appliquée dans nos PTS pour adresser les autres secteurs industriels non ciblés par l'ADEME dans le cadre du projet Finance Climat, le 10e, 11e secteur fortement émetteur, pour essayer aussi d'inspirer les autres secteurs à se lancer dans une telle démarche et puis inspirer les autres pays aussi à se lancer dans une telle démarche. Et puis l'ADEME porte aussi un programme qui s'appelle Pacte Industrie avec l'AT2E, qui est un programme financé par les certificats d'économie d'énergie. Là, l'objectif, c'est d'adresser toutes les entreprises, quelle que soit sa taille, et pour accélérer la décarbonation sur les territoires. L'objectif, donc, c'est on va accompagner la formation à la fois des chargés de mission énergie, mais également des directeurs financiers des grandes entreprises pour essayer de vulgariser la décarbonation, pour les accompagner à se lancer dans la démarche, pour former les chargés de mission entreprises énergie, à les identifier quels sont les leviers potentiels pour leur propre société. Dans Pacte, on va y retrouver aussi l'accompagnement d'études, par exemple de changement de mix énergétique pour aller vers des énergies décarbonées, pour définir sa stratégie de financement bas carbone jusqu'à 10 ans, ou pour dessiner sa propre trajectoire de décarbonation à l'échelle du site ou du groupe. Et ça, on va s'appuyer sur la méthode ACT, mais je vais peut-être pas détailler, je crois que Stanislas m'en reparlait tout à l'heure, la méthode ACT dont a parlé aussi Romain. Donc là, c'est dans le cadre du programme Pacte Industrie. Donc c'est un programme d'accompagnement à la fois technique, mais aussi financier pour accélérer la décarbonation de l'ensemble des entreprises industrielles. Merci beaucoup. Donc maintenant, Lucille Charbonnier de Tisover Saint-Gobain. Je crois que vous vouliez réagir déjà sur les plans de transition parce que vous avez participé à celui sur le verre, le secteur du verre. Oui. Et puis de manière plus générale, qu'est-ce que vous avez pu constater au sein de votre entreprise des progrès réalisés ces dernières années ? Ces dernières 5 ans, nous, on a contribué à pas mal de choses au niveau européen, au niveau ACT d'abord sur le verre, puisque on est considéré comme un verrier en fabriquant de la laine de verre, on a des fours verriers. Et puis on a aussi participé évidemment au plan de transition sectoriel verrier. Et puis surtout, en 5 ans, en fait, on a vu une évolution majeure. Nous, on avait des feuilles de route de décarbonation qui existaient il y a déjà 5 ans. Et ces feuilles de route, en fait, on les a fait revoir grâce au programme Expedit de l'ADEME et aux différentes expérimentations, ce qui nous a permis de gagner un temps fou, parce qu'en fait, on a, en vrai, quand les premiers plans de subvention ont été lancés par l'ADEME en 2020, si je dis pas de bêtises, à l'automne 2020, tout ce qui était dans les tiroirs chez nous a été présenté, a été lauréat. Et je suis très heureuse de pouvoir venir aujourd'hui vous dire que, en fait, tout ce pourquoi on a été lauréat en 2020, on a inauguré la semaine dernière.
Donc les 3 projets sont réalisés. C'était ce qu'on avait dans les tiroirs. Les plans existaient. Avec Expedit, on a fait revoir les plans par des personnes extérieures, ce qui nous a permis de voir d'autres opportunités qu'on serait peut-être pas allé chercher tout seul dans un premier temps. On serait allé les chercher peut-être dans 5-6 ans, puis on aurait perdu 3-4 ans en études. Donc en gros, à l'heure actuelle, je serais incapable de vous en parler. Et alors que maintenant, on se projette à 2030, 35, 45 avec le dernier AMI. Et voilà, donc c'est toute cette progression qu'on a pu voir ces dernières 5 années qui sont hyper importantes. Et pouvoir participer aussi au plan de transition sectoriel, ça nous a permis de voir ce qui était possible de faire, comment les autres avançaient aussi, alors particulièrement sur le plan verrier, parce que on est comparé à ceux qui fabriquent des bouteilles, ceux qui fabriquent du verre plat, alors que nous on fait des fibres de verre. Et donc on n'a pas tout à fait les mêmes technologies, mais du coup on voit où est-ce qu'on se trouve, comment on peut avancer ensemble, comment il y a des synergies qui peuvent se créer, auxquelles on n'aurait pas tout de suite pensé. Et comment on peut aller chercher cette énergie de transition dont on va avoir besoin pour tenir 15 ans avant de pouvoir atteindre la décarbonation nette 2050. Voilà. Et ça, c'est clairement le travail de ces 5 dernières années qui permet ça aujourd'hui. Et que ce soit pour les laines de verre ou pour les plâtres, puisque je représente les deux. Et peut-être si vous pouvez nous dire un mot aussi du rôle du cadre réglementaire, par exemple, les normes sur les bâtiments. Oui, alors clairement, la décarbonation sur les matériaux de construction est bien soutenue par le fait que la RE 2020 soit entrée en vigueur, donc la réglementation environnementale, qui entre avec son premier seuil intéressant l'année prochaine, donc qui permet de pouvoir pousser des produits décarbonés. Et donc en fait, si je fais un petit flashback aujourd'hui sur comment faire passer des projets de décarbonation à plusieurs millions d'euros dans une grande entreprise, ce sont des projets qui ne sont pas forcément rentables sur le papier quand on fait un calcul financier, surtout qu'en plus on a généralement des financiers qui font la comparaison de votre industrie décarbonée avec le gaz naturel, le prix du gaz naturel. Donc autant dire qu'on compare des pommes avec des choux, mais au final c'est quand même ça qui fait qu'il déclenche un investissement ou pas. Le fait que le bâtiment pousse à être décarboné grâce à cette réglementation fait que, en fait, on peut balayer presque cet argumentaire mais en fait, la rentabilité, elle est où? En fait, la rentabilité, elle est soit tu continues à produire pas cher avec un gaz naturel et tu pourras plus proposer tes produits dans le bâtiment, ils pourront plus être prescrits, ou alors tu es en avance de phase et tu peux proposer des produits qui vont être intégrés dans le bâtiment décarboné de tout à l'heure et de demain. Et donc, dans ce cas-là, tu investis un peu plus dans ton process industriel et dans tes énergies de transition. Et ça marche. Merci. Alors maintenant, Agathe Grossmith, donc de Carrefour, de votre côté, donc tout ce qui a pu être fait ces dernières années autour des engagements pris dans le cas des SBTI, la comptabilité des émissions par différents scopes, etc. Bonjour à tous, merci. Écoutez, le premier changement qui est intervenu ces 5 dernières années, c'est que maintenant on parle tous la même langue. Et je pense que c'était pas le cas il y a encore 5 ans. En fait, quand les accords de Paris ont été adoptés, nous on a rehaussé nos cibles climat, mais on n'était pas en capacité de dire si oui ou non c'était aligné sur une trajectoire 1,5 degré. Donc ça, c'est le gros apport bien sûr que SBTI a apporté dans le dialogue avec nos investisseurs, dans le dialogue avec nos parties prenantes. Et aussi, ensuite, en cascade, dans le dialogue avec nos fournisseurs. Donc, on a, nous, décliné nos cibles. Donc, maintenant qu'on a une trajectoire de réduction de 50% de nos émissions en 2030, 70% en 2040, on peut dire ça, c'est aligné avec une trajectoire 1,5 degré pour les scopes 1 et 2. Pour les scopes 3, on a une cible à 32%. Pareil, on peut dire, OK, ça, on pense que c'est aligné avec une trajectoire 1,5 degré, on soumet un dossier SBTI, etc. On peut aussi le demander à nos fournisseurs. Donc, nos plus gros fournisseurs, on leur a demandé une trajectoire 1,5 degré d'ici 2026, faute de quoi ils seraient déréférencés. Tout le monde, parmi ces 100 plus gros fournisseurs, savait de quoi il s'agissait quand on a présenté ces objectifs. C'était il y a 2 ans. C'est assez disruptif, puisque à la clé, il y a potentiellement un déréférencement. Et là, on parle de 100 très grosses entreprises mondiales, donc parfois plus grosses que Carrefour. Mais voilà, on n'arrivait pas au milieu d'un terrain vierge où personne ne savait de quoi on parlait. Au contraire, on a ce langage commun qui est un acquis maintenant au niveau international. Et maintenant, on commence à avoir la déclinaison pour des structures plus petites.
Et donc on a cette collaboration avec l'ADEME puisqu'il sera question de acte tout à l'heure, pour accompagner des entreprises plus petites, toujours dans notre scope 3, sur acte pas à pas, sur une évaluation acte, pour déclencher ces plans de transition sur des entreprises de beaucoup plus petite taille. Donc ça, je dirais que c'est le premier changement qui est intervenu ces 5 dernières années, qui est majeur, qui a donné le même niveau d'ambition à tout le monde. Le deuxième, c'est le volume d'informations correspondant qui est associé dans nos plans de transition. Je pense qu'il y a 5 ans, Maëva est dans la salle, c'est elle qui fait nos publications extra-financières. Je ne crois pas qu'on avait de rapport dédié sur le climat. Maintenant, on en a un, il est publié tous les ans. Il y a 5 ans, on ne publiait pas nos émissions Scope 3. Elles sont désormais publiées. On publie le détail, évidemment, pour chacun des scopes des émissions. On publie les plans d'action pour arriver à chacune des sous-cibles qu'on s'est fixées, puisque là, j'ai cité quelques grandes cibles. Mais finalement, comment on fait pour réduire nos émissions de Scope 3 ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les produits carnés, pour les protéines végétales qui sont dans le magasin ? On arrive à un niveau de détail quand même extrêmement précis. Et qui va encore être rehaussé avec la CSRD, puisqu'il y a encore un gap entre nos publications actuelles qui sont de notre impression quand même assez parmi les mieux disants. C'est un peu benchmarké en vous écoutant, mais voilà, on pense qu'on coche pas mal de cases, pas toutes, à l'évidence. La CSRD va encore upgrader ce niveau de transparence. Mais ça correspond à une attente en fait. Si nous on publiait déjà ces informations, c'est parce que c'était déjà présent dans notre dialogue partie prenante. On a des questions régulières des investisseurs en rendez-vous. On a des demandes, à travers des plateformes comme CDP. On a cette attente qui est déjà formulée par le marché de ce niveau de transparence. Et puis le troisième changement vraiment fondamental pour nous, je l'ai évoqué là en quelques mots, c'était le scope 3. On est passé d'un focus sur le scope 1 et 2, donc nous, c'est nos magasins. Je vais donner un peu resitué dans le concret. Pour nous, les émissions de CO2, c'est les magasins, c'est les meubles froids qui émettent des gaz réfrigérants, donc potentiellement fluorés, qui sont très émetteurs, ou qu'on essaie de remplacer par d'autres systèmes beaucoup moins émetteurs fonctionnant au CO2. C'est la lumière, c'est tout ce qui peut émettre en magasin. Et ça, sur le total des émissions de Carrefour, c'est 100 000 millions de tonnes équivalent de CO2. Sur ces 100 000 millions de tonnes, il y a 1,4% à peu près qui correspond à ce que j'ai décrit dans les magasins. Tout le reste, c'est notre scope 3, c'est les produits qu'on vend, c'est l'utilisation de nos produits, y compris le carburant. Vous pouvez acheter du carburant dans nos stations-service. Donc c'est tout ce qui se passe avant nous, après le magasin. Donc c'est énorme en fait. Notre champ d'action, il est sur tout ce qui est indirect. Comment on fait pour travailler ça ? Et ça, c'est je pense le nouveau défi qui est arrivé devant nous, qui se matérialise et qui reste du coup complexe dans sa mise en œuvre, puisque ne dépendant pas entièrement de nous. Mais d'où la nécessité de collaborer avec nos fournisseurs et puis aussi avec nos clients pour faire changer les pratiques d'achat. Merci. Donc justement, on va passer au deuxième tour de questions autour des défis, des difficultés aussi qu'on va rencontrer dans la mise en œuvre des actions. Peut-être donc pour refaire un tout petit peu la même structure autour de la réglementation. Qu'est-ce que de ce que vous pouvez observer côté AMF, Vietlin, qu'est-ce qui là nous arrive et qu'est-ce qui les pistes de progrès sur aussi la coordination entre acteurs que vous pouvez identifier. Merci Nicolas. Oui, j'avais été volontairement très bref, voire elliptique lors du premier tour de table parce que le plus intéressant, c'était d'écouter les acteurs. Et ce qu'on a entendu là, d'une part, vous voyez bien que les acteurs ne sont pas restés passifs et à attendre les dates d'entrée de mise en œuvre de la CSRD pour s'y mettre. Et on voit bien ce tandem un petit peu complexe entre la contrainte réglementaire, parce qu'il faut bien le dire, c'est obligatoire, ce disclosure avec cette logique de transparence, mais également les interactions avec les investisseurs et les autres acteurs de l'écosystème. Donc on est dans une sorte de jeu de catalyseur, mais aussi de régulateur, et on passe en phase désormais de supervision. C'est ça le changement de cycle. Et l'important, c'est de se dire que dans cette logique de transparence, qui n'est pas une logique, encore une fois, de politique industrielle, mais de publication d'informations, on n'oblige pas vraiment à faire, on oblige à publier. Et c'est là que justement l'évaluation de la robustesse ou de la crédibilité du plan de transition, mais pas que du plan de transition, puisque la CSRD va beaucoup plus loin que les ESRS 1.4,
est essentiel. Et là-dessus, le rôle du superviseur, c'est de s'assurer de la complétude, donc, qu'il n'y ait pas d'omission, qu'il n'y ait pas d'incohérence, qu'il n'y ait pas de choses manifestement erronées, et que tout cela soit compréhensible. En revanche, notre rôle, tout comme en matière financière, ne va pas être de refaire l'intégralité des scénarios, d'aller vérifier s'il y a bien un filtre anti-pollution posé sur la cheminée, d'aller compter le nombre de camions. Ce genre de choses, c'est l'entreprise et son auditeur ESG qui le connaît le mieux. Et donc, encore une fois, quand on parle de la réglementation, 3 grands avantages qu'on observe déjà en termes d'impulsion. Un, c'est ce qu'on disait, le déblocage de la stratégie ESG jusqu'au plus haut niveau. Autrefois, est-ce qu'on présentait vraiment des KPI de transformation du business model de l'entreprise au board, tant que ça n'était pas une contrainte réglementaire et une contrainte qui a des implications cross-sectorielles énormes. IT, data, legal, métier, et j'en passe. On a découvert avec ce genre de réglementation que pour la première fois, on mettait autour de la table des gens qui normalement ne se parlent pas ou fonctionnent en silo. Et si la CSRD, ça veut dire 3 polytechniciens dans une salle de réunion sans fenêtre à nous fabriquer des scénarios et des data points, on aura échoué. Parce qu'encore une fois, ce qu'on veut, c'est avoir impulsé cette dynamique et cette réflexion de long terme sur la résilience des business models. Dans les défis, grâce à Finance Climate, nous avons publié de très 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 nombreux rapports qui rendent compte des décryptages et des bonnes pratiques des acteurs de marché. Donc en 2022, les premiers reporting taxonomiques sur les entreprises sous l'angle de l'éligibilité. En 2023, sous l'angle de l'éligibilité et de l'alignement. Là, dans quelques jours, on sort celui pour les financières sur l'éligibilité et l'alignement. Et dans 2 jours, on sort effectivement un rapport sur l'état de préparation des entreprises à la CSRD d'après une analyse faite sur 2023 et 2024, donc avant qu'on les reçoive. Là-dessus, alors le problème c'est qu'on est en mode teasing puisque le rapport n'est pas encore sorti, mais 2 choses en termes de défis, évidemment face à l'énorme défi de la donnée. Un, l'importance de l'analyse de matérialité. Puisque l'analyse elle-même n'est pas normée, mais il faut publier le résultat. Il y a quand même des points clés essentiels, mais comprendre comment l'analyse de matérialité a été faite est quelque chose d'absolument essentiel pour ensuite pouvoir déchiffrer correctement les reportings au format CSRD. Donc ça, c'est un point d'attention particulier. Le second, c'est sur les calculs taxonomiques. Encore une fois, d'alignement et d'éligibilité. C'est pour ça qu'on a publié autant de rapports dessus. Il y a encore beaucoup de soucis sur les explications de périmètre comme sur la comparabilité. La troisième bonne pratique, c'est qu'on parle souvent de data point, data point, data point. En fait, une grande partie de ces data points sont aussi du qualitatif. Et ce qui accompagne le quanti, l'explication, la description du modèle d'affaires, les visuels. Tout à l'heure, quelqu'un m'a mentionné sur les plans de transition les différents leviers de décarbonation, je crois. C'est essentiel, en fait, savoir comment la répartition est faite et si tout cela est effectivement connecté à l'information financière, puisqu'on a désormais quelque chose où il doit y avoir normalement connectivité entre la partie financière et la partie ESG. Je préfère ça que de dire extra-fi, d'ailleurs, qui fait un peu obsolète désormais. On a également publié, avec l'aide de Finance Climate et une implication active de l'ADEME, ce gros rapport en février dernier sur publier et se préparer à son plan de transition au format CSRD. Ça a été fait avec beaucoup de parties prenantes dans le cadre de notre commission climat et finances durables. On a screené plus de 22 méthodologies, fait des auditions. Et ce qu'on voit en réalité, c'est que d'une part, c'est pas encore une fois, c'est pas une logique tick the box. Si vous vous posez les bonnes questions et que vous bâtissez un bon plan de transition, alors les points de données en découlent plus ou moins naturellement. Et on n'en demande d'ailleurs pas tant que ça. C'est ce que Romain nous disait tout à l'heure par rapport à ce que certains acteurs privés requièrent. Mais encore une fois, c'est le raisonnement et la trajectoire qui comptent plus que d'avoir à chaque fois le SRS, le data point numéro quelque chose, etc. C'est pas du tout la logique de la CSRD et justement les réactions qu'on a eues à ce panel montrent pour moi qu'on a fait le bon choix et que ça part dans la bonne voie. Alors, côté ADEME, donc on a parlé tout à l'heure des plans de transition sectorielle. Dans le cadre de ces exercices, est-ce que vous avez pu identifier là pour les années à venir les choses encore à améliorer, notamment peut-être autour des besoins de mieux planifier les choses au niveau des infrastructures, financer l'innovation, etc., etc.
Peut-être pour rappeler quand même que la décarbonation, c'est un véritable enjeu de compétitivité pour les entreprises, dans un contexte quand même de hausse des prix des énergies, du prix du CO2, et puis face à une concurrence internationale qui est quand même relativement forte. Et donc il y a différents défis. Le premier, c'est peut-être technologique. C'est qu'on voit dans le cadre des plans de transition sectoriels que la décarbonation est possible pour les 9 secteurs les plus émetteurs. Mais il y a des technologies qui sont déjà matures, incontournables. L'efficacité énergétique qu'il faut appliquer dès que possible, c'est des technologies qui sont déjà disponibles à des prix, à des coûts en tout cas qui sont pas prohibitifs. Et puis il y a aussi des technologies qui sont pas matures. Et c'est dans ce cadre qu'il faut quand même continuer à poursuivre le soutien à l'innovation pour pouvoir faire émerger ces technologies-là. Quand on parle du secteur du verre, il y a certains fours verriers 100% électriques. C'est un vrai défi technologique pour certains segments verriers. Dans le cadre de l'aluminium, ça peut être la technologie de l'anode inerte qui aujourd'hui n'est pas industrialisée, mais encore en phase de R&D et qui permettrait de décarboner l'intégralité de notre secteur. Donc voilà, il faut encore continuer à soutenir l'innovation via des financements publics, mais aussi privés. Et puis sur la partie technologique, et là j'ai envie de dire ça reboucle aussi avec la partie économique, dans le cadre des plans de transition sectoriels, on a regardé aussi combien allait coûter finalement chacun des scénarios qu'on a élaborés pour chaque secteur. Et on va dire que la facture globale moyennée, c'est à peu près 30 milliards d'euros. Le coût de la décarbonation pour ces 9 secteurs fortement émetteurs, dont 10 milliards doivent être dépensés avant 2030. Sur ces 10 milliards, c'est d'ailleurs 2/3 dans l'efficacité énergétique, puisque c'est le levier qui est déjà mature et qui peut être activé, on va dire, avant 2030. Donc on voit que ça va coûter quand même très cher. 30 milliards d'euros, c'est pas une paille. Donc ça veut dire des soutiens publics. Donc là, actuellement, on a le programme France 2030 qui permet déjà d'accompagner les industriels à se décarboner. Donc des appels à projets plutôt dans le cadre du déploiement. Mais il faut aussi penser à l'après. Après ce programme France 2030, comment aussi continuer à accompagner dans la durée les industriels. Donc là, c'est plutôt pour le soutien public, mais il va falloir aussi mobiliser massivement le secteur privé, parce qu'il va falloir aussi accompagner par des financements privés les industriels pour réussir à cette décarbonation. Et puis, autre défi, c'est que donc nous, on a regardé à la fois les CAPEX, mais on a regardé aussi la structuration des coûts de production jusqu'en 2050 en se basant sur des hypothèses d'évolution du prix des énergies, d'évolution du prix du CO2. On est vraiment dans un exercice prospectif. On n'est pas en train de faire de la prédiction, mais en tout cas, au travers de ces éléments, on a pu aussi identifier à quel prix certaines technologies pouvaient être aussi compétitives. Ou je vais donner un exemple. Par exemple, dans Romain en a parlé tout à l'heure. Pour aller décarboner les hauts fourneaux, on passe par une technologie qu'on appelle des réacteurs DRP qui peuvent fonctionner soit sur le gaz naturel, soit sur l'hydrogène. Et là, on a fait, nous, des tests de sensibilité, des analyses de sensibilité pour voir à partir de quel prix du gaz, finalement, le passage à l'hydrogène serait intéressant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a peu de visibilité sur l'évolution du prix des énergies, mais on sait que c'est une question dure aussi de donner de la visibilité sur le prix de l'électricité pour passer à des technologies d'électrification, sur justement le prix d'électricité, si on veut passer à l'électrification comme nos réacteurs ADRP, à partir de quel coût finalement des technologies plus carbonées seraient moins intéressantes. Donc on a essayé aussi d'apporter ce type de visibilité pour essayer d'accompagner les industriels et d'accompagner les pouvoirs publics pour la mise en place j'ai perdu le mot, de soutien, en tout cas d'accompagnement des industriels dans cette partie-là. Notamment, là, prochainement, l'État est en train de mettre en place une aide à l'OPEX pour l'hydrogène, justement pour favoriser la production d'hydrogène par voie électrolytique. Parce que l'hydrogène, c'est aussi un vecteur pour venir décarboner le secteur de l'acier, le secteur de l'ammoniac. Et donc, c'est un vecteur incontournable.
Et puis on parlait d'infrastructure, ça c'est un autre défi aussi, c'est qu'aujourd'hui, finalement, il faut donner de la visibilité aux industriels sur les infrastructures qui vont être mises en place. Si on doit électrifier massivement certaines zones industrielles, ça veut dire quelles sont les infrastructures nécessaires. Et donc, dans les cadres des plans de transition sectoriels, on a pu identifier ça. C'est un vrai enjeu. Construire des canalisations pour faire du captage et stockage du CO2. Construire aussi, des canalisations pour l'hydrogène, soit pour le transporter, soit des électrolyseurs pour le produire. Donc, c'est de la visibilité aussi sur ces infrastructures. Et dans ce cadre, l'ADEME est opérateur pour l'État d'un appel à projet qui s'appelle ZIBAC, Zone industrielle bas carbone, pour aller décarboner les principales zones industrielles fortement émettrices. Donc on a 9 lauréats qui sont aujourd'hui, qui bénéficient de cet accompagnement. On va financer des études pour essayer de mettre en place la décarbonation à l'échelle d'une zone industrielle. Donc ça peut être des études en termes de quels sont les besoins en infrastructure pour la zone, pour aller produire de l'hydrogène, pour décarboner la zone s'il y a une aciérie, s'il y a un producteur d'ammoniac. Donc regarder aussi les infrastructures qui peuvent être mutualisées en termes de captage, par exemple, du CO2 ou en termes de transport de ces CO2. Donc là, c'est à peu près 272 études qui vont être financées dans le cadre de cet appel à projet pour essayer d'accélérer la décarbonation de ces zones industrielles, puisque c'est un vrai défi aujourd'hui d'aller décarboner ces zones, ces sites, ces secteurs, et ça nécessite vraiment d'avoir une visibilité, de se projeter jusqu'en 2050 sur les besoins en infrastructure, sur les besoins en investissement, sur l'évolution des prix des énergies et comment l'État peut accompagner toute cette décarbonation. Merci. Ces enjeux infrastructure, prix relatif, c'est vraiment fondamental. Merci pour ces éléments. Alors maintenant, revenons aux entreprises, donc les premières concernées. Côté Isover Saint-Gobain, donc on a un contexte là du secteur immobilier qui est pas très favorable en ce moment. Peut-être justement dans ce contexte, quels sont les défis pour essayer de maintenir les investissements à flot sur la transition? Alors c'est sûr que on ne peut pas dire que le secteur de la construction se porte superbement bien actuellement. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué de faire des budgets et des plans avec des gros investissements de décarbonation. Néanmoins, si on les fait pas maintenant, on sait que si on s'engage pas maintenant sur des projets de biomasse, de biométhane, en fait, dans 2 ans, il n'y en aura plus. Donc c'est un peu premier arrivé, premier servi sur des territoires, parce que c'est pour pouvoir alimenter un biométhaniseur ou une chaudière biomasse, soit la matière elle est disponible maintenant, soit dans 2 ans il y aura bien quelqu'un d'autre qui se sera servi. La nature est pas, elle a ses limites, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Donc il faut absolument qu'on arrive à faire passer ça. Donc il y a cette notion, j'en parlais tout à l'heure, de transition. En fait, aujourd'hui, on a fait ce qu'on avait dans les tiroirs. On est dans de l'efficacité énergétique et de l'amélioration continue. Ça va se poursuivre et ça va aller. Les gros trucs qui étaient à faire ont été faits. Puis doucement, ça ralentit, mais quand même, maintenant, on rentre dans des choses extrêmement précises. Et là, maintenant, on a besoin de gagner 10 ans. On a besoin de gagner 10, voire 15 ans maximum pour permettre de développer les business models ou les process industriels de rupture qui vont nous permettre de nous détacher de la façon dont on produit aujourd'hui pour pouvoir atteindre la neutralité. Parce qu'on peut substituer les énergies, c'est intéressant un certain temps, mais on n'est pas certain qu'en fait la technologie d'aujourd'hui sera la technologie de demain. Et donc il faut qu'on gagne cette période de temps pour que nos R&D aient le temps de développer les technos de rupture qui nous amèneront aux matériaux de construction qu'on pourra développer en 2040, mettre sur le marché en 45 et donc arriver à la neutralité nette 2050. Donc cette période-là, elle est charnière et c'est ce sur quoi nous on travaille énormément. Et cette période de transition, elle est importante parce que financièrement, elle va coûter cher, vous l'avez dit, et on a un enjeu OPEX important parce que finalement, ces énergies de transition, dans un premier temps, elles vont être plus élevées, à un prix plus élevé que les énergies carbonées. Et puis plus ça va aller, moins on voudra d'énergie carbonée. Donc l'offre et la demande fera que, à mon avis, le prix du gaz naturel risque de pas continuer à flamber très longtemps. Donc, en gros, il faut vraiment qu'on arrive à avoir cette période d'accompagnement pour pouvoir transformer nos business doucement
et laisser le temps à la R&D de développer les technos de demain et à la construction d'évoluer aussi. La RE 2020, elle nous amène jusqu'en 2030-31. Au-delà, on a CAP 2030 qui est en train de se mettre en place, et donc on saura aussi comment on va avancer. Et on vit clairement aussi une petite révolution dans la construction. On construit plus comme on faisait avant. La construction des années 80-90, tout béton, ça n'existe plus. Donc tout ça fait que on va avancer, et cette période, elle est charnière là actuellement. Et nous, on y croit beaucoup et on travaille là-dessus. Merci. Peut-être quelques derniers mots côté pour laisser la parole aussi à Agathe sur les enjeux de Carrefour, notamment donc autour du Scope 3. Je comprends qu'il y a un enjeu à standardiser la mesure du Scope 3. Et voilà, les acteurs de votre chaîne de valeur aussi, on comprend que c'est par rapport à votre masse d'émissions, c'est évidemment critique pour vous. Oui, alors sur le sujet de la transparence, je suis pas inquiète. Je pense que les plans de transition, en tout cas en ce qui nous concerne, oui, on a des progrès à faire sur l'identification des capex. Enfin, il y a des sujets où on va encore améliorer, mais je veux dire, c'est dans la continuité de ce qui avait déjà été lancé. Enfin, on n'a rien vu de complètement qui nous a fait tomber de notre chaise dans la CSRD en matière de climat, par exemple. Donc, enfin, je pense que ça va suivre son cours, et bientôt on cochera, j'espère, toutes les cases de votre étude. Sur le sujet de la donnée Scope 3, en revanche, il y a quelque chose qui va rester, c'est que j'ai parlé de 100 000 millions de tonnes. C'est une photo floue. Hein. C'est pas une photo. Vous imaginez que pour calculer les émissions de globales de Carrefour, on n'a pas pris ligne à ligne les émissions de CO2 des pâtes Panzani, de la barre Mars, etc. Ligne à ligne, c'est impossible. Donc on a forcément des approximations dans ce calcul. On estime les émissions liées, par exemple, à la viande en fonction du pays de production, des choses comme ça, mais on n'est pas encore ligne à ligne, et encore moins à se dire, ok, ça c'est tel fournisseur qui m'a fourni, je sais que lui il a mis un plan de réduction de ses émissions de tel niveau, donc j'arrive à affiner mon empreinte en fonction de la performance réelle de chaque entreprise. On n'en est pas là. Et je pense que ça c'est important, je le dis ici, parce que quand on dialogue avec nos investisseurs, c'est pas encore quelque chose qui est perçu que le Scope 3 par définition c'est pas des leviers directs, donc j'ai pas une facture pour dire oui j'ai payé tant de flux de réfrigérants, je sais exactement combien j'ai émis. C'est une photo beaucoup plus floue et il va falloir vivre avec. On va l'améliorer, mais elle va demeurer floue, et je pense qu'il y a bien sûr un sujet d'harmonisation des méthodes, à la fois pour la comparabilité, qui est quand même un des objectifs importants de la CSRD, mais aussi pour collecter la donnée. Nos fournisseurs ils vont pas vouloir avoir 10 systèmes différents. Je pense qu'on a besoin de travailler collectivement pour qu'il y ait des systèmes harmonisés qui se mettent en place. Donc ça, sur la transparence, c'est le premier défi que je vois, mais je veux dire que globalement, je pense que ça va progresser relativement facilement. Ce qui me semble être un défi beaucoup plus important, c'est la mise en œuvre réelle des plans de transition. Là on a fait une architecture magnifique en termes de reporting, en termes de transparence. La CSRD est porteuse en elle-même d'un niveau d'ambition qui avant était réservé, je pense, un peu à une forme d'élite, d'entreprises très engagées. Voilà, le 1,5 degré, c'était quand même, c'était très difficile d'avoir 1,5 degré sur 3 scopes. Hein. Enfin, qu'on se le dise, avoir la capacité de s'engager à ce niveau-là, c'est difficile. Et maintenant, on doit rendre compte de façon standard. Du coup, toutes les entreprises doivent rendre compte de façon standard de ce niveau d'ambition. Ok, mais pour le mettre en œuvre, on va avoir besoin de travailler avec les agriculteurs. On va avoir besoin de travailler avec nos fournisseurs. Est-ce que les politiques qui se mettent en place, parce qu'on a vu que ça dépendait pas que des entreprises elles-mêmes, mais d'un ensemble de paramètres qui font que des fois elles savent pas. Ok, ça dépend pas que de moi, je peux pas m'engager. Mais quel est le contexte local? C'est très intéressant d'entendre ça tout à l'heure. Le contexte local, il est déterminant dans la mise en œuvre de ces plans de transition. Donc, quel est le contexte local qui va permettre d'assurer qu'en matière d'agriculture, on fait le shift vers une transition bas carbone? Si on pense que, je prends Carrefour, mais ça pourrait être bien sûr d'autres entreprises, à faire ce shift tout seul, c'est impossible. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de maillons qui se mettent en œuvre collectivement, qui s'activent dans la même direction, au niveau européen, au niveau national, pour arriver à faire cette transition. Donc il y a quand même aujourd'hui un gap entre le niveau je pense, de qualité, de transparence, du dialogue, de l'exigence qui est formulée par la CSRD et qui est un bon niveau d'ambition, hein, je pense qu'il est souhaitable, versus le niveau qu'on est encore en train de discuter sur des politiques beaucoup plus opérationnelles. Et le troisième défi que je vois, c'est que là on a beaucoup parlé climat. Et je pense que sur le climat, quand je benchmark sur la CSRD, mais quand on a vu arriver à la CSRD, on s'est dit bon, voilà, on a quand même un énorme volume d'informations déjà disponibles, mais quid des autres sujets?
la biodiversité. Est-ce que demain on sera capable d'avoir la discussion qu'on a eue sur un plan de transition biodiversité? Je pense que la marche est encore très haute. Donc j'espère que demain on aura le 1,5 degré de la biodiversité et qu'on pourra avoir cette même conversation. Merci. Il y a quand même un plan de transition biodive dans le CRSE 4. Hein. Il y en a un, absolument. Mais... Ça viendra. Merci à tous. On a un peu débordé, donc...